Bien, bonjour tout le monde. Permettez-moi de commencer en vous offrant une image. Les étudiants, dont on parle beaucoup dans les derniers jours, ne sont ni cette belle jeunesse avec des fleurs d'un cheveu qui court tout nu d'un champ, ni des poteux paresseux cachés dans le sous-sol. Et ce sont encore moins des marchandises dont on parle comme s'ils étaient et elles étaient désincarnés. Il y a, parce qu'on n'a pas de chiffre précis, ce qui est assez singulier, là, on veut voter une mesure législative qui ne s'appuie pas sur des chiffres de clientèle. Il y a au moins 1 million de bénéficiaires potentiels de la prestation d'urgence pour étudiants au Canada. Donc, on présume qu'il n'y en a pas en bas de 200 000 potentiellement au Québec sur au-delà d'étudiants, 400 000 étudiants postsecondaires. Il y a des milieux qui ont exprimé des inquiétudes par rapport à l'accessibilité à la main-d'œuvre. On parle dans les milieux agricoles de, et encore là, pas de chiffres précis, la différence entre le nombre de travailleurs agricoles étrangers qui viennent normalement et ceux qui vont venir réellement. On est dans les 7, 8, 9 000 dans ces eaux-là. Et main-d'œuvre étudiante engagée sur une base assez régulière par les municipalités. Mais le gros de la main-d'œuvre étudiante, normalement, quand on la traite comme de la main-d'œuvre d'été, c'est le tourisme, c'est les restaurants, c'est les festivals, les arts, la culture, des secteurs qui ne seront pas en opération cette année. Donc, il y a un déséquilibre évident. Et on ne peut pas laisser les étudiants sans mesure de soutien, ce pourquoi on s'est battu, et il y a une volonté, ça va. Mais on ne peut pas non plus dire que les conditions d'aller chercher un emploi qui n'existe peut-être pas sont très drastiques. Donc, je comprends les inquiétudes. C'est la raison pour laquelle nous avions formulé une proposition qui créait un incitatif. Les étudiants qui allaient chercher et trouver du travail allaient être encouragés dans cette voie-là par une première somme de 1 000 $ qui n'allait pas être soustraite ou les disqualifier de la prestation d'urgence pour étudiants, mais aussi par la suite, ils gardaient toujours une partie de la recette sans perdre la PCU, ce qui, d'ailleurs, peut sauver des dizaines de millions de dollars au gouvernement fédéral. Après qu'on nous ait dit, c'est intéressant ça, finalement, ça ne l'était plus. Et là, on voit passer des formulations compliquées dans le projet de loi, des motions. Quand tu ne comprends pas ce qu'un texte dit, c'est bien embêtant de voter pour. On en est à peu près là. On nous a dit, on ne peut pas aller de l'avant avec ce que vous avez proposé parce que c'est compliqué. Moins sûr de l'argument du compliqué. Bon, peut-être que le gouvernement qui a de la misère à gérer le système de paye Phoenix aurait de la misère à moduler une mesure, mais il reste que si c'est ça la bonne chose à faire, c'est bien sûr ça qu'on doit faire. On a peut-être atteint la limite de notre capacité d'improvisation dans l'urgence. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, on va aller voter à l'aveugle sur une motion dont le sens n'est pas clair et sur une loi qui contient des éléments au mieux ambigus. On a des heures en avant de nous autres pour régler ça. Pour l'instant, il serait irresponsable à l'endroit du million et plus d'étudiants canadiens et du 200 ou 250 000 étudiants québécois et leurs parents qui, dans l'intervalle, vont, dans bien des cas, devoir assurer leur subsistance. Fait que là, on est dans les centaines de milliers de personnes dont la situation financière va être directement affectée par la décision qu'on va prendre aujourd'hui. Si ça prend 20 minutes de plus, ça prendra 20 minutes de plus. Mais il est essentiel qu'on prenne la décision qui est responsable à l'endroit de nos étudiants. En termes d'assurer leur capacité de subsistance et leur pouvoir d'achat pour l'année qui s'en vient pour leurs études, qui va commencer à l'automne de toute façon, sans jamais perdre de vue qu'en effet, il y a un pourcentage de ces jeunes-là qui doivent être encouragés
à aller travailler pour le milieu agricole, les milieux municipaux ou un ensemble d'entreprises qui recommencent à opérer. Alors nous, on est toujours très ouverts d'esprit. On est en l'attente de propositions qui aient de l'allure. Et c'est au niveau de la motion que ça doit se passer. Une motion, c'est quoi? C'est le Parlement qui dit au gouvernement ce qu'il entend bien voir le gouvernement faire. Et si le gouvernement vote en faveur d'une motion lui-même, c'est parce qu'il va le faire. Alors, c'est une affaire de s'entendre sur 2-3 phrases, puis on pourra aller de l'avant. Pour l'instant, l'exercice en est un pour nous d'attendre les propositions. Merci. Nous allons maintenant commencer la période de questions. Comme d'habitude, une question et une question de suivi. On commence par les questions au téléphone, puis ensuite on ira dans la salle. Opérateur au téléphone, première question. Merci. Alors, la première question, c'est de Raymond Filion, TVA. La parole est à vous. Bonjour, M. Blanchet. Donc, dans sa forme actuelle, si je comprends bien, là, s'il n'y a pas de changement, vous allez voter contre. Est-ce que c'est bien ça ou je me trompe? On ne peut pas voter contre quelque chose qui n'est même pas déposé. En fait, je pense que le processus est tel que pour aller de l'avant avec ça, ça prend une motion unanime. Mais on ne retarde pas quelque chose qui n'est pas déposé. Il reste de nombreuses heures pour s'entendre sur le libellé de ce que la motion doit contenir. C'est un paragraphe, essentiellement. On aurait pu faire ça il y a 2 jours. Nous, on a la mauvaise habitude de se dépêcher de bonne foi pour qu'on ait du temps pour discuter avant de se rendre au Parlement. Mais là, on a appris dans les dernières heures, puis hier soir un peu, que soudainement, ça ne marchait plus. On devine un peu ce qui s'est passé dans les coulisses. Tout le monde tire sur un coin de la couverte. Mais il reste que pour l'instant, nous, on fait juste dire, envoyez-nous quelque chose qui aura du bon sens au niveau des principes. Parce que pour l'instant, on sent une tendance vers la transformation de la main-d'œuvre étudiante en marchandise. Et les étudiants ne sont pas plus paresseux en 2020 qu'ils l'étaient en 2019. Ils veulent faire comme moi j'ai fait, comme vous avez fait, travailler pour contribuer à payer leurs études. Sur un autre sujet, M. Trudeau a été beaucoup questionné hier et avant-hier sur les plans de déconfinement au Québec, la réouverture de l'économie, des écoles. On sent qu'il appelle clairement à la prudence. Pensez-vous que ces paroles sapent, en quelque sorte, la crédibilité du plan de M. Legault? J'ai l'impression qu'en termes de crédibilité, celle de M. Legault et de son équipe va bien au-delà de celle de M. Trudeau et son équipe à l'heure où on se parle. S'il y a des provinces canadiennes qui veulent collaborer avec M. Trudeau pour le plan de déconfinement, grand bien leur face. Moi, je m'en remets au gouvernement du Québec. Opérateur, prochaine question au téléphone. Merci. La prochaine question est de l'Inadip, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Legault. Non, M. Blanchet pour aujourd'hui. Oui, parce que vous veniez de nommer l'autre. Alors, M. Blanchet, bonjour. J'essaie de comprendre, là, au départ, c'est quoi le problème avec la dernière proposition autour de la PCU? Est-ce que c'est parce qu'on veut imposer des choses aux étudiants qu'on n'impose pas à la PCU des autres? Parce que je croyais que vous vouliez qu'on leur impose quelque chose, justement, qu'on puisse diminuer leurs prestations s'ils ont une job. En tout cas, je comprends pas c'est quoi le problème. Ben, en fait, le problème pour l'instant, c'est que j'ai lu et plusieurs collaborateurs ont lu la dernière version de la motion, puis on avait chacun une interprétation différente de ce que ça voulait dire. On peut en déduire qu'au niveau de la clarté, il y avait des lacunes. Mais sur l'autre élément, je vais être bien clair, là. On essaie toujours de ratatiner ce que quelqu'un dit au minimum de mots possible. Ça peut marcher des fois non. Je comprends la préoccupation des milieux municipaux, agricoles, Chambre de commerce, gouvernement du Québec qui dit attention, il ne faut pas qu'il y ait un désincitatif à l'emploi. Il ne faut pas, exemple, que l'étudiant qui a travaillé 20 heures, qui a eu 1000 pièces en plus de la prestation, n'en travaille pas une 21e parce qu'il va perdre 1250 $. Ça, c'est un désincitatif clair à travailler plus que 20 heures par semaine. Je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir une idée de ce type-là. Je comprends très bien ça. Mais en même temps, je ne suis pas insensible au fait qu'il y a des centaines de milliers d'étudiants qui ont chacun 2 parents qui se font dire, écoutez, on va essayer de vous envoyer dans une voie pour que vous soyez canalisés vers des gens qui veulent vous employer. Ça, c'est correct, mais qu'il y ait une forme de pénalité si ça ne marche pas. Il y a moins de jobs que de travailleurs. Il y a des dizaines de milliers d'emplois dans des secteurs tourisme, restauration, culture, festival et autres qui n'existeront pas. Donc, on crée un énorme déséquilibre dans le marché de l'emploi pour étudiants. Il faut s'assurer
qu'on ne fait pas perdre le pouvoir d'achat aux étudiants et qu'on ne met pas une pression supplémentaire pour des parents déjà sous pression pour remplacer l'emploi ou la contribution de l'État. Donc, si je comprends bien, votre proposition d'hier, qui était d'ajuster la PCU en fonction de plus ou moins d'heures travaillées et de pas simplement la limiter à 1 000 $ correct pour un mois, mais sinon vous la perdez. Cette proposition-là n'a pas tenu le coup. Et là, c'est correct, vous êtes prêt à laisser tomber cette proposition-là, mais ce qui ne marche pas, c'est que les conservateurs ont obtenu des exigences plus grandes pour la PCU, pour les étudiants, que ce que la PCU des autres propose. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mettons que ce que je lis ce matin ressemble moins à ce que nous autres on veut et que ressemble plus à ce que les autres veulent. Ça, c'est correct. C'est l'exercice de négociation. Je résume, c'était quoi notre proposition pour le propos, l'exercice ici? 1 250 $ de prestations d'urgence pour étudiants, avec la possibilité de gagner 1 000 $ sans avoir de pénalité sur la prestation. Ce qui veut dire, grosso modo, une vingtaine d'heures. Pas une bien bonne idée pour les employeurs qui veulent avoir des employés à temps plein. Nous, on dit, après ça, la moitié de l'argent gagné est soustrait de la prestation. Donc, la moitié reste à l'étudiant, avec l'avantage, pendant que de plus en plus de gens s'inquiètent pour les finances publiques, que cette mesure-là sauverait des dizaines de millions de dollars au Trésor canadien. Alors, on ne m'a pas encore présenté d'inconvénients à notre proposition, à part que ça a l'air que c'est compliqué, mais ça se fait déjà au niveau de l'assurance-emploi. Alors, je ne vois pas ce que ça a de si compliqué que ça. Alors, il y en a peut-être qui veulent autre chose, mais ce n'est pas parce que notre proposition n'est pas possible. Elle est bonne pour les agriculteurs, les villes, elle rencontre les inquiétudes du gouvernement du Québec, elle augmente le pouvoir d'achat des étudiants, elle assure leur subsistance à l'automne et elle économise des dizaines de millions de dollars à l'État canadien. Je me demande encore pourquoi on ne va pas de l'avant. Opérateur, prochaine question au téléphone. Merci. La prochaine question est de Marie Vessel, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Blanchet. Pour poursuivre sur ce qui vous a été proposé ou en fait ce qui pose problème pour vous, vous parlez de... En fait, il y a deux choses aujourd'hui, si je comprends bien. Il va y avoir un projet de loi de déposer, mais vous parlez d'une motion qui pose problème. Donc, peut-être juste pour préciser le fonctionnement des choses ou comment ça va se passer ou où est le problème. Vous demandez simplement que la motion soit modifiée, c'est pas le projet de loi qui pose problème? En fait, il y a des limites à ce qu'un projet de loi peut mettre comme contrainte avec des chiffres, parce qu'à ce moment-là, ça demande une motion de voies et moyens. Il y a tout un processus parlementaire qui n'est pas le même. Mais comme on l'a fait dans le cadre, je nous rappelle que la mesure qu'Ottawa a développée avec les provinces pour le loyer des petites entreprises est directement liée à notre exigence dans la motion du 15 avril, qui obligeait le gouvernement, dans la motion, à créer une aide non remboursable au bénéfice des petites et moyennes entreprises. C'est venu de là. On peut créer une contrainte dans une motion. À défaut de rentrer le détail dans une loi, ce qui pourrait devenir long et complexe, admettons-le, le principe clair peut être établi dans une motion. Or, pour l'instant, on n'est pas capable de comprendre le sens de la motion telle qu'elle nous a été présentée. Mais c'est sûr que quand M. Rodriguez appelle M. Terrien, c'est « Regarde, tu vas aimer ça, c'est clair, c'est merveilleux. » Puis là, M. Terrien regarde ça, puis il fait « Pas sûr que je comprends. » Puis là, on s'en parle, puis on se rend compte qu'on n'est pas deux à avoir la même lecture. Je pense qu'on est capable d'avoir un article de motion, un paragraphe clair quant à ce que sont les intentions. Donc, on avait enlevé, nous, le 50 sous de notre proposition pour mettre la mesure d'incitatif progressif visant à favoriser le travail à temps plein tout en augmentant le pouvoir d'achat des étudiants. Ça m'a l'air clair. J'aimerais ça qu'on aille par là. OK. Et donc, vous, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas prêt à donner votre consentement unanime à cette motion qui permettrait ensuite de déposer le projet de loi cet après-midi. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? C'en est un peu la conséquence. Écoutez, mon devoir de parlementaire et celui de tous les autres, c'est certainement de ne pas voter pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour l'instant, on ne comprend pas la motion. Alors, ce n'est pas sous prétexte qu'il faudrait faire ça rapidement. On va dire, OK, on vote les yeux fermés sur quelque chose qu'on ne comprend pas, dont vous pourrez lui faire dire le contraire de ce que nous, on voudrait avoir compris. C'est de resserrer les mots, ça se fait très vite, là. Il n'y a pas de raison de créer de délai de quelque nature que ce soit. Ce n'est pas notre intention. On veut que ça se fasse vite.
Mais on veut que ça se fasse clair. Si le processus législatif ou les votes du Parlement ne portent pas sur des idées claires, à quoi sert-on? On va prendre une question dans la salle, puis ensuite on retournera au téléphone. Oui, bonjour, Julie Van Dusen avec CBC. Alors, est-ce que je peux vous poser en anglais? Of course. Pourquoi pas? Okay. I'll try to do more clear than last week, but I don't have a special word. No, pas de tatouinage. Okay. No, good. no tatouinage. Alors, if you can explain to me, what is it you don't like about what the government's proposing, and what would you like to see instead regarding students? What I do not like in what I have read from the proposal of the government is that I do not understand what it means. It might mean one thing and the opposite thing. We have a few hours, which should be more than enough to make that clear. What's the intention? I believe that the government has written something in which everybody could find what they hope to find. Our proposal was built in such a way that it was a clear incentive for students to look for and find work, because their income would grow for each hour they work. While in the present system or proposal, either it's an incentive not to work, or it's an incentive not to work any hour over 20 hours a week, which is not what everybody is looking for. Oh, sorry, that's the end. Okay. What do you think of the conservative proposal whereby students could do jobs that are desperately needed in terms of what foreign workers do, for example, in terms of the food industry and fish processing? They're talking about why not match students up in those jobs that are really needed. You know, there are three things that students are not. They are not kids running with flowers in their hair, naked in the field. Neither are they young, lazy people smoking cannabis in the basement. And they are not either merchandise that you deliver to somebody that says they need it. There was a balance in the market of employment for the students in the last years. This balance has been broken by the crisis. Now the balance is that there's much more students out there on the market than there are jobs available. We should not make it any worse for the students. So we have to make sure that they have a base income, that they are encouraged to go and work, and the more they work, the more money is left for them. That's the principle that should be put forward. We have made a proposal in that direction. The government seemed at first to have found it interesting, and eventually it didn't seem to find it that interesting anymore because it was complicated, which came from a government which has problem managing its pay system, Phoenix. Maybe that's the reason, but we have to understand clearly what we are voting on the floor of the parliament before we go forward. But where are the jobs for them? There must be thousands of jobs in agriculture. That's true. But, you know, there's probably, because the numbers haven't been made public if they do exist, there's more than 1 million students in Canada that could make use of this measure, a few hundred of thousands in Quebec. But the need for the agricultures, the needs are in Quebec are something like 6, 8, 9,000 jobs. So there's much more students that will be looking for jobs than there are jobs in the only field of agriculture, but there are other sectors that will need them. Cities and villages need them, and they say, hey, think of us. And Chambre de Commerce, Boards of Trade seem to convey such a preoccupation also. So we understand that, and we want to find a balance between those two issues. Prochaine question au téléphone, opérateur. Merci. La prochaine question est de Joël Belvance, La Presse. La parole est à vous.
Oui, bonjour, M. Blanchette. Est-ce que le gouvernement fédéral a accepté le principe d'incitatif à l'emploi dans le projet de loi? Je pense que personne n'est contre le principe de l'incitation à l'emploi. Maintenant, il y a incitation et incitation. Dire à quelqu'un, on ne donnera rien, ça serait un gros incitatif à aller travailler. Personne n'est là, mais je caricature. Mais en même temps, si tu vas dans l'autre direction, puis tu rouvres les vannes inconditionnellement, tu crées un désincitatif à l'emploi. Les jeunes vont faire leurs calculs. C'est pour ça que nous, on a essayé de trouver un équilibre entre les besoins que nous comprenons et les inquiétudes que nous comprenons chez les gens qui ont besoin de main-d'œuvre et de l'autre côté, le fait que, de façon tout à fait respectueuse, on doit protéger le pouvoir d'achat des jeunes, préserver leur capacité à gagner de l'argent pour payer leur prochaine année scolaire et ne pas les réduire à l'état de marchandises. Je pense que cet équilibre-là, qui existait dans les dernières années au Québec, va être plus difficile à construire cette année, mais on constate qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont vouloir travailler qu'il n'y a d'emplois disponibles. Alors, la coercition ne peut pas fonctionner. D'accord. Hier, dans votre discours lors de la session parlementaire virtuelle, vous avez parlé des limites de la capacité financière du gouvernement fédéral. J'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous la limite de la capacité fiscale du gouvernement fédéral? Je ne peux pas la chiffrer. Je suis convaincu qu'il commence à y avoir pas mal d'économistes qui se penchent sur la question, mais on s'en va allègrement vers, en argent rendu disponible, les 300 milliards. En dépenses directes, 125 milliards à peu près. C'est de l'argent qui, sous une forme ou sous une autre, risque de s'additionner à la dette publique du Canada. Donc, un jour, il va falloir payer pour ça. Ça, c'est une première affaire. La deuxième affaire, c'est que l'argent qui est dépensé cette année ne sera pas l'année prochaine puis l'autre. Justement, il y a une limite. Il faudrait qu'on arrive, je le dis tout de suite, après qu'on aura réglé le problème, le sort, l'enjeu des aînés. Là. Il y a des discussions qui ont cours au moment où on se parle, donc c'est déjà ça. Mais après qu'on ait réglé ça, puis qui est à peu près la moins coûteuse des mesures à date, il va falloir qu'on considère qu'il y a deux types de dépenses qui vont demeurer acceptables au-delà des dépenses d'opération courantes. Les infrastructures, d'une part, qu'il faudra stimuler. Les municipalités le demandent avec une certaine insistance. Et sûrement une préoccupation particulière pour la science et la recherche dont on a dramatiquement besoin maintenant et ça va être durable, mais aussi investir dans des secteurs qui ont un potentiel de développement économique, quelque chose qui va rapporter plus cher que ça coûte. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Pour revenir à l'enjeu spécifique de la prestation d'urgence pour étudiants, notre proposition faisait en sorte que l'État canadien allait économiser vraisemblablement des dizaines de millions de dollars. Et dans les autres propositions à date, on ne voit pas ça. Et je ne vois pas comment on pourrait dire, sous prétexte que c'est compliqué, on va s'arranger pour que ça coûte des dizaines de millions de dollars de plus. Encore une fois, avec une motion qui établira clairement des principes à l'effet que l'aide doit être une base, des incitatifs progressifs selon le nombre d'heures travaillées en vue d'avoir un maximum de jeunes qui vont aller travailler à temps plein. Une motion qui va dire ça ne devrait donner de poussée d'acné à aucune formation politique. Opérateur, prochaine question au téléphone. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Très bien. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.